La fiancée de mon fils m'a contacté. Nous avons décidé de ne pas t'inviter à notre mariage. Fais-nous un virement de 75 000 € si tu veux un jour connaître ta petite fille. Je me suis contentée d'un sourire. Le jour de la cérémonie, j'ai fait irruption et diffusé une vidéo. La vérité sur le bébé l'a fait hurler de rage. Je suis ravie de t'avoir ici. Suis mon histoire jusqu'au bout et écris en commentaire de quelle ville tu me regardes. Je pourrai ainsi constater la portée de mon récit. Je m'appelle Sylvie, j'ai 62 ans, et jamais je n'aurais cru que mon propre fils me briserait le cœur de la façon la plus cruelle qui soit. Mais le véritable bourreau n'était pas lui. C'était elle, Amélie. C'était un mardi soir. Le téléphone a sonné. Je préparais le repas, comme tous les jours à cette heure, lorsque le nom de Marc est apparu sur l'écran. Mon cœur s'est empli de joie, comme à chaque appel de mon fils. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre dernier échange, et il me manquait terriblement. « Allô, mon trésor » ai-je répondu, avec un sourire qu'il ne pouvait deviner. Mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de Marc. C'était cette voix douce et empoisonnée que j'avais appris à trop bien connaître CES 2 dernières années. « Bonjour Sylvie, c'est Amélie. » Mon sang se glaça. Pourquoi utilisait-elle le téléphone de Marc? Où était mon fils? « Amélie, » réussis-je à dire en m'efforçant de rester calme. « Est-ce que Marc est là? »« Il est occupé, » répondit-elle avec cette froideur qui m'était devenue si familière. « Mais j'ai une annonce importante à te faire. » J'ai attendu, sentant mon estomac se nouer. En 2 ans de relation avec mon fils, Amélie ne m'avait jamais appelé directement. Il y avait toujours quelque chose dans son ton, dans sa façon de me regarder lorsque nous étions dans la même pièce, qui me mettait mal à l'aise, comme si j'étais une intruse dans la vie de mon propre enfant. « Marc et moi avons pris une décision concernant le mariage, » poursuivit-elle, et je pouvais déceler la satisfaction dans sa voix. « Nous avons décidé que nous ne voulions pas de ta présence. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. « Pardon ?» ai-je murmuré, m'agrippant au plan de travail de la cuisine. « Nous ne voulons pas que tu viennes à notre mariage, Sylvie. Nous en avons longuement discuté, et nous pensons que CE sera mieux pour tout le monde, si tu n'es pas là. Mais je suis sa mère, suis-je parvenue à dire. Ma voix semblait étrange, comme si elle venait de très loin. Et c'est pourquoi nous espérons que tu comprendras. Si tu aimes vraiment Marc, tu voudras que son jour spécial soit parfait, sans drame, sans tension. Des drames, des tensions. Je n'en ai jamais causé. Oh, mais si, Sylvie, tu as toujours ton mot à dire, toujours une opinion sur nos choix. Marc en a assez de ça. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Marc avait-il vraiment dit cela? Mon fils, l'enfant que j'avais élevé seul, après que son père nous eût abandonnés quand il avait 8 ans, pensait-il vraiment que j'étais un problème dans sa vie? Je veux parler à Marc, ai-je réussi à dire. Marc est d'accord avec moi, Sylvie. En fait, c'était son idée. Un mensonge. CE devait être un mensonge. Marc ne me ferait jamais ça. Mais une petite voix dans ma tête me rappela toutes les fois, CES dernier mois, où j'avais essayé de l'appeler sans réponse, toutes les fois où j'avais suggéré qu'on se voie, et où il avait eu une excuse, toutes les fois où Amélie avait répondu à sa place, disant qu'il était occupé. Cependant, continua Amélie, et je sentis sa voix prendre un ton encore plus calculateur, il y a un moyen d'arranger ça. Que veux-tu dire? Eh bien, comme tu le sais, je suis enceinte. Ta future petite fille aura besoin de beaucoup de choses. Si le bien-être de ta famille t'importe vraiment, tu pourrais montrer ton soutien de manière plus pratique. Voilà la véritable raison de son appel. Combien? Ai-je demandé, sachant déjà que la réponse ne me plairait pas. 75 000 € serait un bon début, comme cadeau de mariage, et pour le bébé. Si tu nous envoies cet argent, nous pourrions peut-être reconsidérer ta présence à la cérémonie. 75 000 €. Les économies de toute une vie,
L'argent que j'avais mis de côté en faisant des gardes doubles comme infirmière pendant Tirtillan, l'argent que j'avais réservé pour ma retraite, pour les urgences médicales, pour avoir une certaine sécurité durant mes vieux jours. Je n'ai pas cette somme disponible. Ai-je menti? Car la vérité était que je l'avais, mais quelque chose au fond de moi hurlait de ne pas la donner à cette femme. Quel dommage, Sylvie. Je suppose que ta petite fille ne compte pas autant pour toi que je le pensais. Puis-je, s'il te plaît, parler à Marc? Je t'ai déjà dit qu'il est occupé, et je t'ai déjà dit quelle est sa position. Tu as jusqu'à vendredi pour te décider. L'argent, ou tu ne verras jamais ta petite fille. Et elle a raccroché. Je suis restée là, debout dans ma cuisine, tenant le téléphone, tandis que les larmes commençaient à couler sur mes joues. Le silence de la maison semblait étouffant. Pendant 2 ans, j'avais vu Amélie éloigner progressivement Marc de moi. Cela avait commencé de manière subtile. Des petites remarques sur le fait que j'étais trop protectrice ou intrusive. Des suggestions selon lesquelles Marc avait besoin d'espace pour s'épanouir en tant qu'homme. Progressivement, les visites le s'étaient raréfiées. Les appels s'étaient espacés. Et maintenant, ceci. Je me suis souvenu du jour où j'ai rencontré Amélie. Marc l'avait amenée à la maison pour le repas de Noël, il y a 2 ans. Elle était belle, je ne pouvais le nier. Grande, blonde, avec un sourire parfait et une façon de parler douce, comme le miel. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid et de calculateur, qui m'avait immédiatement mise en alerte. Pendant dîner, j'avais remarqué comment elle dominait la conversation, comment elle interrompait Marc quand il essayait de me parler, comment elle me regardait avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux quand je racontais des anecdotes sur l'enfance de Marc. Après cette visite, les choses avaient changé. Marc, qui m'appelait avant au moins 3 fois par semaine, a commencé à n'appeler qu'1 fois, puis 1 fois toutes les 2 semaines, et derniers mois, presque plus du tout. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui où j'avais bercé Marc bébé, où je lui avais lu des histoires enfants, où nous avions regardé des films ensemble, adolescents. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon fils qui était devenu un étranger. J'ai pleuré pour la petite fille que je ne connaîtrai peut-être jamais. J'ai pleuré pour la femme cruelle qui était entrée dans nos vies et avait tout bouleversé. Mais tandis que je pleurais, autre chose a commencé à grandir en moi. Une petite flamme de détermination. Car même si Amélie pensait m'avoir vaincue, elle avait commis une erreur. Elle m'avait sous-estimée. Et elle avait sous-estimé l'amour d'une mère pour son fils. Les jours suivants furent une torture. Je ne pouvais me concentrer sur rien. J'avais arrêté de manger. Je dormais à peine. La seule personne à qui j'avais parlé de l'appel était ma sœur, Claire. Et quand je l'ai fait, j'ai vu dans ses yeux la même indignation que je ressentais. Claire a 2 ans de moins que moi, mais elle a toujours été la plus pragmatique de nous deux. Tandis que je suis restée dans notre ville natale à travailler comme infirmière à l'hôpital local, elle a déménagé à Lyon et est devenue une directrice de centre médical respecté. Maintenant, à la retraite, elle restait cette femme qui ne se laissait pas facilement berner. « Cette fille se joue de toi, Sylvie », m'a dit Claire lorsque nous nous sommes retrouvés pour déjeuner le jeudi. « Et c'est eux qui m'inquiètent le plus, c'est que Marc ne t'ait pas parlé directement. Peut-être qu'il pense vraiment que je suis un fardeau dans sa vie. » Ai-je murmuré, remuant distraitement ma salade sans y toucher. « S'il te plaît, ce garçon t'adorait. Tu te souviens comment il pleurait quand tu devais faire des gardes doubles et que tu le laissais avec moi? Tu te souviens comment il disait toujours qu'il voulait être médecin pour aider les gens comme tu aidais tes patients? C'était vrai. Marc avait été le centre de mon monde depuis sa naissance. Son père, Richard, nous avait abandonnés quand Marc avait 8 ans, me disant qu'il ne pouvait pas gérer la responsabilité d'une famille. Depuis, ça n'avait été que Marc et moi contre le monde. Nous avions été plus que mère et fils. Nous avions été meilleurs amis, confidents, partenaires de vie. Claire, penses-tu qu'il est possible que j'aie fait quelque chose pour éloigner Marc sans m'en rendre compte? Ma sœur m'a pris la main par-dessus la table. « Sylvie, tu as tout sacrifié pour ces garçons.
Tu as fait des gardes doubles pour lui payer SES études. Tu as vendu la voiture de maman pour lui donner l'apport pour son appartement. La seule chose que tu as mal faite, c'est de l'aimer trop. Alors pourquoi permet-il qu'elle me traite ainsi? Parce que cette femme le manipule. Et il y a autre chose qui me dérange dans tout ça. Quoi? Claire se pencha en avant, baissant la voix. Toutes les fois où tu m'as parlé de leur visite, des conversations téléphoniques, quelque chose ne colle pas avec sa grossesse. Que veux-tu dire? Eh bien, d'après toi, elle a annoncé qu'elle était enceinte en janvier, c'est ça? Oui, au dîner du Nouvel An. Et nous sommes maintenant en avril. Ça ferait environ 4 mois de grossesse. Oui, à peu près. Mais la dernière fois que tu l'as vue, il y a 2 semaines au supermarché, tu as dit qu'on ne voyait presque rien. C'était vrai. J'avais croisé Marc et Amélie au supermarché il y a 2 semaines, et ça avait été une de CES conversations gênantes et forcées. Marc m'avait à peine regardé dans les yeux, et Amélie avait gardé ses faux sourires tout le temps. Mais quand j'ai regardé son ventre, on devinait à peine une petite courbe. Rien de spectaculaire. Peut-être que ça ne se voit pas beaucoup chez certaines femmes, ai-je dit. Mais ma voix semblait peu convaincue, même pour moi. Sylvie, tu as été infirmière en obstétrique pendant 15 ans. Tu as vu des centaines de grossesses. À Fourmois, surtout pour une première, ça devrait se voir davantage. Elle avait raison. Quand j'étais enceinte de Marc, à Fourmois, j'avais déjà un ventre considérable. Et durant toutes mes années à la maternité, j'avais vu que la plupart des primipares montraient plus à CE stade. De plus, continua Claire, tu ne trouves pas étrange qu'elle ne t'ait invité à aucun rendez-vous médical, aucune échographie. La plupart des femmes enceintes, surtout les primipares, veulent montrer les photos de l'échographie à tout le monde. C'était vrai. Amélie n'avait partagé aucune photo d'échographie, n'avait pas mentionné de date de rendez-vous, n'avait pas parlé des symptômes de la grossesse. En fait, chaque fois que je demandais comment elle se sentait, elle changeait rapidement de sujet. Et autre chose, ajouta Claire, quand tu l'as vue il y a 2 semaines, est-ce qu'elle mangeait quelque chose de spécial, évitait un aliment? Les femmes enceintes ont souvent des envies ou des aversions très spécifiques à Fourmois. J'ai repensé à cette rencontre au supermarché. Amélie avait mangé des sushis du rayon traiteur et avait bu un café. Aucune femme enceinte responsable ne ferait ça, surtout durant le premier trimestre qui s'étend jusqu'au 4e mois. Claire, qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien pour l'instant. Je dis juste qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et considérant que cette femme te demande 75 000 € pour le bébé, je pense que ça vaut la peine d'enquêter un peu. Enquêter comment? Ma sœur sourit, et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu une lueur d'espoir. Eh bien, il se trouve que j'ai une amie qui travaille à la clinique, où Marc a dit qu'Amélie était suivie. Sandrine a travaillé avec moi pendant des années, avant de déménager là-bas. Je vais lui poser quelques questions, l'air de rien. Ne serait-ce pas une violation du secret médical? Je ne vais pas lui demander de consulter des dossiers, juste de me confirmer si elle a vraiment vu cette femme là-bas. Sandrine travaille à l'accueil. Elle voit tous les patients. Cet après-midi-là, tandis que Claire menait esseuse investigation, je suis restée à la maison, essayant de tout digérer. Mon esprit était rempli de souvenirs des derniers mois, cherchant des signes que j'avais peut-être ignorés. Je me suis souvenue de la fête d'anniversaire de Marc en février. Amélie avait insisté pour que CE soit dans un restaurant cher et avait commandé du vin. Quand je lui avais demandé si elle devrait boire, elle avait dit qu'un verre occasionnel ne faisait pas de mal. CE qui m'avait semblé étrange, de la part de quelqu'un de supposément enceinte. Je me suis aussi souvenue qu'en mars, quand j'étais allée leur rendre visite à leur appartement, Amélie avait déplacé des meubles lourds sans aucune précaution. Quand je lui avais offert mon aide, disant qu'elle ne devrait pas faire d'efforts physiques dans son état, elle avait répondu que son médecin lui avait dit que l'exercice était bon pour elle. Et puis, il y avait la question de l'argent. Depuis qu'Amélie était entrée dans la vie de Marc, il avait commencé à me demander de petits prêts, 500 € par-ci, 1000 € par-là.
toujours avec la promesse de me les rendre. Mais il ne l'avait jamais fait. Et maintenant, cette exigence de 75 000 €. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était clair. « Sylvie, il faut que tu viennes chez moi, tout de suite. Sandrine vient de m'appeler, et nous devons parler. » Qu'est-ce qui s'est passé? Pas au téléphone, viens. En conduisant vers la maison de Claire, j'avais l'impression d'être dans des montagnes russes émotionnelles. Une partie de moi espérait de bonnes nouvelles, qu'il y avait peut-être une explication simple à tous mes doutes. Mais une autre partie de moi, celle qui avait développé de bons instincts après des années à gérer des patients et leurs familles, me disait que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. Je suis arrivée chez Claire avec le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Ma sœur m'a ouvert la porte avant même que je ne sonne, comme si elle avait attendu près de la fenêtre. « Entre vite !» m'a-t-elle dit, me prenant par le bras et me guidant vers le salon. Claire semblait agitée d'une manière que j'avais rarement vue. Même enfant, quand nous faisions des bêtises, elle gardait toujours son calme. Mais maintenant, ses mains tremblaient en me servant un verre d'eau. « Qu'est-ce que Sandrine t'a dit ?» ai-je demandé, bien que l'expression de Claire m'indiquât déjà que les nouvelles ne seraient soit pas bonnes. « Sylvie, assieds-toi avant que je te dise ça. » Je me suis assise sur le canapé, m'agrippant au verre d'eau comme à une bouée de sauvetage. Sandrine dit qu'Amélie est bienvenue à la clinique, mais pas pour des rendez-vous de grossesse. Alors, pourquoi? Pour des consultations de gynécologie générale. Et voici le pire. Sandrine a discrètement vérifié le système de rendez-vous, et selon les registres, le dernier rendez-vous d'Amélie remonte à 3 semaines. C'était pour un contrôle de routine, et notes médicales ne font aucune mention de grossesse. J'ai eu l'impression qu'on me jetait un seau d'eau glacée. Mais ça ne peut pas être. Elle a annoncé la grossesse en janvier. Sylvie, il y a plus. Sandrine m'a dit que si une patiente était enceinte, surtout à son 4e mois, elle aurait des rendez-vous programmés régulièrement, des analyses de sang, des échographies. Le système montrerait un dossier obstétrique actif. Amélie n'a rien de tout ça. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai dû poser le verre sur la table basse. « Tu es en train de dire qu'elle n'est pas enceinte ?» C'est exactement CE que je suis en train de dire. Et Sandrine m'a raconté autre chose, qui m'a donné la chair de poule. Claire s'est assise à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Quoi donc ?» Sandrine se souvient avoir vu Amélie en janvier, juste après le Nouvel An, mais elle n'était pas seule. Elle était avec Marc? Non, elle était avec un autre homme. Un homme grand, brun, bien habillé. Sandrine les a vus s'embrasser sur le parking avant d'entrer à la clinique. Mon monde a vacillé. Si Amélie avait été avec un autre homme en janvier et avait annoncé sa grossesse au dîner du Nouvel An, les dates ne collaient pas du tout. « Claire, tu es sûre de ça ?» Sandrine a une très bonne mémoire des visages. Elle dit qu'elle s'en souvient clairement parce qu'elle a trouvé étrange que la fiancée de Marc soit avec quelqu'un d'autre. Je me suis levée du canapé. J'avais besoin de marcher, de bouger, de faire quelque chose avec toute cette énergie nerveuse qui s'accumulait en moi. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi mentirait-elle sur sa grossesse? Réfléchis, Sylvie. Que s'est-il passé depuis qu'elle a annoncé la grossesse? J'ai commencé à me remémorer. Après l'annonce en janvier, Marc avait commencé à faire des heures supplémentaires. Il avait mentionné qu'il devait économiser pour le bébé. Il avait commencé à me demander des prêts plus fréquemment, et Amélie avait commencé à parler du mariage, des besoins financiers, des dépenses futures. Elle a utilisé la prétendue grossesse pour manipuler financièrement Marc, ai-je murmuré, sentant la prise de conscience me frapper comme une vague. Et pas seulement Marc. Elle te demande 75 000 € à toi aussi. Combien penses-tu qu'elle a demandé à d'autres membres de la famille? Je n'y avais pas pensé. Les parents d'Amélie étaient morts dans un accident des années auparavant. Mais elle avait des oncles et des cousins. Leur aurait-elle raconté la même histoire? Leur aurait-elle demandé de l'argent aussi? Claire, il faut le dire à Marc.
Sylvie, crois-tu qu'il va te croire? Cette femme l'a complètement envoûtée. Il va penser que tu inventes des choses parce que tu es jalouse ou aigrie. Elle avait raison. Dans l'état d'esprit où Mark semblait être, il penserait probablement que j'essayais de saboter sa relation par dépit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Claire est restée pensive un moment. Puis elle m'a regardée avec cette expression déterminée que je connaissais si bien. Nous avons besoin de plus de preuves. Des preuves qu'il ne pourra pas nier. Quel genre de preuves? Sandrine m'a dit autre chose. Cet homme avec qui elle a vu Amélie en janvier, elle croit l'avoir vu à la clinique à d'autres occasions. Elle dit qu'il semble être un patient régulier du docteur Martinez, qui est spécialiste en fertilité. Mon esprit a commencé à assembler les pièces du puzzle. Tu penses que cet homme... Je pense que cet homme pourrait être le vrai père du bébé, s'il y a vraiment un bébé. Mais tu viens de dire qu'elle n'est pas enceinte. En me basant sur CE que Sandrine a pu voir dans le système de la clinique où elle est censée être suivie. Mais si elle se fait suivre ailleurs, et si le bébé n'est pas de Mark, la pièce s'est mise à tourner. Pendant des mois, j'avais senti que quelque chose n'allait pas avec Amélie. Mais je n'avais jamais imaginé que CE pourrait être quelque chose d'aussi complexe et cruel. Claire, qu'allons-nous faire? Sandrine dit que le docteur Martinez consulte le mercredi après-midi. Et par coïncidence, mercredi prochain, c'est quand Sandrine fait une garde double à l'accueil. Si Amélie se présente là-bas, Sandrine pourra obtenir plus de détails. Et si elle ne vient pas, alors nous devrons trouver un autre moyen. Mais Sylvie, quelque chose me dit que cette femme se fait suivre quelque part, par quelqu'un. Et il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit ne cessait de tourner autour de tous ces que Claire m'avait dit. Était-il possible qu'Amélie soit enceinte d'un autre homme et essaie de faire passer le bébé pour celui de Mark? Ou n'était-elle vraiment pas enceinte, et tout cela n'était qu'une escroquerie élaborée? Le lendemain, vendredi, était la date limite qu'Amélie m'avait donnée pour envoyer les 75 000 €. Mon téléphone a sonné tôt le matin. « Alors, tu as pris ta décision, Sylvie ?» La voix d'Amélie semblait impatiente. « J'ai besoin de plus de temps, » ai-je réussi à dire. « Il n'y a plus de temps. Mark est très déçu que tu ne soutiennes pas sa famille. Il dit que tu es peut-être vraiment la personne égoïste que je pensais que tu étais. » Ces mots m'ont fait plus mal que je ne voulais l'admettre, car ils ressemblaient à quelque chose que Mark pourrait dire s'il croyait vraiment que je refusais d'aider ma future petite-fille. « Si je ne reçois pas l'argent aujourd'hui, considère-toi officiellement exclu de nos vies, » a poursuivi Amélie. « Il n'y aura pas d'autres opportunités, Sylvie. C'est ta dernière chance de faire CE qu'il faut. » « Amélie, puis-je parler à Mark? » « Mark ne veut pas te parler tant que tu n'auras pas prouvé que tu nous soutiens vraiment. » Et elle a raccroché. Je suis restée là, tenant le téléphone, sentant les larmes couler à nouveau. Mais cette fois, avec la tristesse, il y avait autre chose. La colère. Une colère froide et déterminée envers cette femme qui était entrée dans nos vies et avait tout détruit. J'ai appelé Claire immédiatement. « Je ne lui enverrai pas l'argent, » lui ai-je dit. « Et nous allons découvrir la vérité sur cette femme, quoi qu'il en coûte. »« Parfait, » a répondu ma sœur, « car Sandrine vient de m'appeler. Amélie a rendez-vous mercredi avec le docteur Martinez, et cette fois, nous serons prêtes pour elle. » La semaine suivante s'est écoulée comme un cauchemar au ralenti. Le mercredi, Claire et Sandrine ont confirmé nos pires soupçons. Amélie était arrivée à la clinique du docteur Martinez, mais pas seule. Le même homme brun que Sandrine avait vu en janvier était avec elle. Et cette fois, Sandrine a pu entendre une partie de leur conversation dans la salle d'attente. « Tu es sûre que ça va marcher ?» avait entendu l'homme demander à Amélie. « Mark est un naïf. Il croira tous CE que je lui dirai, » avait été sa réponse. Sandrine avait également réussi à voir une partie du dossier médical lorsqu'il avait été amené à la réception pour être classé. Amélie était bien enceinte. Mais selon les dates, le bébé avait été conçu en décembre, pas en octobre comme elle l'avait dit à Mark. Et le plus choquant de tout, le nom du père sur les documents n'était pas Mark, mais David Leroux,
l'homme qui l'accompagnait. Claire m'a appelé cet après-midi-là pour tout me raconter. Quand elle a fini de parler, je suis restée silencieuse pendant plusieurs minutes, digérant l'ampleur de la trahison. « Sylvie, tu es là ?» a demandé ma sœur. « Je suis là », ai-je murmuré. Je n'arrive tout simplement pas à croire que quelqu'un puisse être aussi cruel. « Que veux-tu faire ?» C'était une bonne question. Une partie de moi voulait appeler Marc immédiatement et tout lui dire. Mais Claire avait raison. Il ne me croirait probablement pas. Amélie avait tissé sa toile de mensonges très soigneusement, et Marc était trop aveuglé par elle pour voir la vérité. « Le mariage est demain », ai-je finalement dit. « Oui. Sandrine a pu obtenir des copies des documents. Elle a des photos des pages les plus importantes. Et elle a aussi une vidéo d'Amélie avec David à la clinique. Elle les a enregistrées discrètement avec son téléphone. Ma sœur avait pensé à tout. Durant mes années d'infirmière, j'avais appris que la documentation était cruciale. Sans preuves solides, CE ne seraient que des accusations. « Claire, as-tu l'adresse de l'endroit où se déroule le mariage ?» « Oui. Sandrine m'a dit que Marc avait mentionné que CE serait au domaine de la rivière. » « Pourquoi ? » « Parce que j'y vais. Sylvie, ils ont dit qu'ils ne voulaient point pas de toi là-bas. » « Exactement. Et CE sera leur perte. » Le jour du mariage s'est levé ensoleillé et magnifique. Un de CES jours parfaits, qui semblait fait pour les célébrations. Ironiquement, CE serait aussi le jour où la vérité éclaterait. Je me suis habillée avec mon plus beau tailleur, le bleu marine que j'avais acheté pour un mariage il y a 2 ans, mais que je n'avais jamais porté. Je me suis maquillée avec soin. Je me suis coiffée avec élégance. Si je devais affronter Amélie, je le ferais en ayant l'air de la femme digne que j'étais, pas de la mendiante désespérée qu'elle croyait que j'étais. Claire est arrivée chez moi à 15h. Nous avions prévu d'arriver juste avant le début de la cérémonie, quand il serait plus difficile pour Amélie de nous faire expulser, sans créer de scène. « Tu as tout ?» m'a-t-elle demandé alors que nous montions en voiture. J'ai touché mon sac où se trouvait une tablette avec toutes les photos que Sandrine avait prises, ainsi que les dates des rendez-vous médicaux et les informations sur David Leroux. J'ai tout. Le domaine de la rivière était exactement le genre d'endroit qu'Amélie aurait choisi. Élégant, cher, conçu pour impressionner. Il y avait des voitures de luxe sur le parking et je pouvais voir à travers les fenêtres qu'il y avait beaucoup d'invités. « Tu es prête ?» a demandé Claire. J'ai pris une profonde inspiration. « Prête. » Nous sommes entrés par la porte principale comme si nous étions des invités attendus. Le réceptionniste ne nous a même pas demandé nos noms. Il était trop occupé à diriger d'autres invités vers le salon des cérémonies. Nous avons suivi la foule vers une magnifique terrasse couverte, avec vue sur la rivière. Il y avait des rangées de chaises blanches décorées de fleurs, et à l'avant, sous une arche de roses, se tenait Marc. Mon cœur s'est serré en le voyant. Il était si beau dans son smoking noir, mais il avait aussi l'air nerveux et tendu. Un instant, j'ai hésité. Allais-je vraiment gâcher le jour du mariage de mon fils ? Mais je me suis souvenu de la cruauté dans la voix d'Amélie quand elle m'avait menacée au téléphone. Je me suis souvenu des mois de manipulation, des mensonges, de la façon dont elle avait éloigné Marc de moi. Et je me suis souvenu que si je ne faisais rien maintenant, Marc vivrait le reste de sa vie à élever l'enfant d'un autre homme, en croyant que c'était le sien. Claire et moi avons trouvé des sièges à l'arrière, où nous serions moins visibles. La musique a commencé à jouer, et les invités se sont levés. Amélie est apparue à l'entrée, radieuse dans sa robe blanche de créateur. Elle portait un bouquet de roses blanches et un sourire qui aurait trompé quiconque ne la connaissait pas comme moi. Elle a remonté l'allée, avec grâce, saluant les invités de petits hochements de tête. Quand elle est arrivée à l'hôtel, Marc lui a souri avec tant d'amour que mon cœur en a eu mal. Mon pauvre fils n'avait aucune idée de CE qui l'attendait. L'officiant a commencé la cérémonie avec les mots traditionnels sur le mariage, l'amour et la fidélité. L'ironie était presque insupportable. Si quelqu'un ici présent connaît une raison pour laquelle CES 2 personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était le moment. Je me suis levée lentement,
Je connais une raison. Un murmure de surprise a parcouru l'assistance. Marc m'a vue et son expression est passée de la confusion à la colère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Amélie avait pâli, mais elle a rapidement repris contenance. « Marc, ta mère ne peut manifestement pas accepter qu'elle n'est plus la femme la plus importante de ta vie, » a-t-elle dit d'une voix douce, mais assez forte pour que tout le monde entende. J'ai marché vers l'avant, sentant tous les regards sur moi. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine, mais ma voix est sortie ferme et claire. « Marc, ta fiancée t'a menti, surtout. »« Ça suffit !» a crié Amélie. « Sécurité! Sortez cette femme d'ici !» Mais avant que quiconque puisse bouger, Claire s'est approchée avec la tablette à la main. « Marc, ai-je dit, ta fiancée est enceinte, mais le bébé n'est pas de toi. »« Tu es folle !» a crié Amélie, mais j'ai remarqué que sa voix tremblait légèrement. « Le vrai père s'appelle David Leroux, » ai-je continué, « et j'ai les preuves médicales pour le démontrer. » Claire m'a tendu la tablette et j'ai commencé à montrer les photos que Sandrine avait prises. Voici les dossiers médicaux de la clinique du docteur Martinez. Ils montrent qu'Amélie est enceinte, oui, mais les dates de conception ne correspondent pas à CE qu'elle t'a dit. Et ici, ai-je indiqué une autre photo, il y a le nom du vrai père. Marc s'est approché pour voir l'écran, son visage passant de la colère à la confusion, puis à l'horreur. « Ce sont de faux documents, » a balbutié Amélie. « Ces vidéos sont fausses aussi ?» ai-je demandé en lançant la vidéo que Sandrine avait enregistrée d'Amélie avec David à la clinique. Sur la vidéo, on pouvait clairement voir Amélie embrasser un autre homme et entendre une partie de leur conversation sur le fait de tromper Marc. Un silence absolu est tombé sur l'assistance. Marc est resté immobile, fixant l'écran avec une expression que je n'oublierai jamais. « Marc !» a murmuré Amélie, essayant de prendre sa main. « Je peux tout expliquer. » Il s'est écarté d'elle comme si elle était brûlante. « Peux-tu expliquer comment le bébé qui est censé être le mien a été conçu un mois après CE que tu m'as dit? Peux-tu expliquer pourquoi le nom d'un autre homme apparaît comme père sur tes dossiers médicaux ?» Amélie a regardé désespérément l'assistance comme pour chercher du soutien, mais n'a trouvé que des visages choqués et dégoûtés. « La date doit être fausse, » a-t-elle dit faiblement. « Les médecins font des erreurs. Et la vidéo de toi avec cet homme est aussi une erreur ?» Amélie s'est alors effondrée. Elle s'est littéralement laissée tomber à genoux, en pleurant. « Tu ne comprends pas ?» a-t-elle crié à Marc. « David m'a quittée quand il a appris pour la grossesse. Je n'avais personne d'autre. Toi, tu m'aimes. Tu allais prendre soin de moi et du bébé. »« Alors tu admets qu'il est de lui ?» a demandé Marc d'une voix dangereusement basse. Amélie n'a pas répondu. Elle a juste continué à pleurer. Marc a lentement retiré l'alliance de son doigt et l'a laissé tomber au sol. Le petit son métallique fut assourdissant dans le silence de la terrasse. « C'est fini, » a-t-il dit simplement. Puis il s'est tourné vers moi. « Maman, est-ce que tu peux me ramener à la maison ?» Les jours qui ont suivi le mariage annulé ont été un tourbillon d'émotions. Marc avait emménagé temporairement chez moi. C'est eux qui n'étaient pas arrivés depuis SS-20 ans. Le voir là, dans son ancienne chambre, me rappelait tellement son adolescence que par moments, j'oubliais tous ces qui s'étaient passés. Mais Marc n'était plus le garçon joyeux que j'avais élevé. Il était brisé, trahi de la manière la plus profonde possible. Il parlait à peine, mangeait à peine. Il passait des heures assis sur la terrasse arrière, regardant le jardin où il avait joué enfant. Le lundi après le mariage, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mère d'un collègue de travail de Marc. « Madame Moreau, je suis Karine Vincent. Mon fils Rémi travaille avec Marc. »« Bonjour Karine, comment allez-vous ?»« Je vais bien, mais j'appelais parce que... » « Eh bien, parce que je voulais vous remercier. »« Me remercier de quoi ?» Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « D'avoir sauvé ma famille de cette femme. » Mon estomac s'est noué. « Que voulez-vous dire ? Cette Amélie, elle avait demandé de l'argent à mon Rémi.
Elle lui a aussi dit que Mark et elle traversaient des difficultés financières avec le bébé en route. Elle lui a demandé un prêt de 7000 € en promettant de les rembourser après le mariage. Je me suis assise lourdement sur une chaise de la cuisine. Rémi lui a donné l'argent? Oui, le mois dernier. Et pas seulement à lui. Elle a appelé plusieurs collègues de Mark en leur racontant des histoires similaires. Problèmes médicaux avec la grossesse, dépenses imprévues, demandant toujours des prêts qu'elle promettait de rendre après le mariage. J'ai senti une vague de nausée. La manipulation d'Amélie avait été bien plus étendue que je ne l'avais imaginé. Combien de personnes pensez-vous qu'elle a escroqué? Je ne sais pas exactement, mais Rémi m'a dit qu'au moins 6 ou 7 personnes du travail lui avaient prêté de l'argent CES derniers mois, certains jusqu'à 15 000 €. Après avoir raccroché, je suis allée chercher Mark, qui était dans sa chambre avec son ordinateur portable. « Mark, je dois te demander quelque chose. » Il a levé les yeux et j'ai eu mal de voir à quel point il avait l'air fatigué. « Qu'y a-t-il, maman? Savais-tu qu'Amélie avait emprunté de l'argent à tes collègues de travail? » La confusion sur son visage m'a dit qu'il n'en avait aucune idée. « Quoi? À qui? » Je lui ai raconté l'appel de Karine et j'ai vu la réalité de la situation s'installer en lui. « Ce n'est pas possible, » a-t-il murmuré. Je lui donnais de l'argent régulièrement. Pourquoi aurait-elle eu besoin d'emprunter à d'autres? Combien d'argent lui donnais-tu? Mark se passa les mains dans les cheveux. Je ne sais pas exactement. Peut-être près de 000 € par mois, CES 6 derniers mois. Elle me disait qu'elle avait besoin de choses pour le bébé, des vêtements de maternité, des rendez-vous médicaux spéciaux non couverts par l'assurance. J'ai fait un calcul mental rapide. Entre CE que Mark lui avait donné, CE qu'elle m'avait demandé et CE qu'elle avait apparemment escroqué à ses collègues, Amélie avait facilement rassemblé bien plus de 150 000 € CES derniers mois. Mark, je pense que tu dois parler à un avocat. Cet après-midi-là, Mark a appelé plusieurs de SS collègues. L'histoire était toujours la même. Amélie avait contacté chacun séparément, leur jurant de ne rien dire à Mark, car il se sentirait embarrassé d'avoir besoin d'aide. Elle leur avait raconté des histoires émouvantes sur des complications médicales, des dépenses imprévues, la nécessité de donner un bon départ à leur famille. Rémi avait prêté 7000 €. Anne, l'assistante de direction, avait donné 000 €. Georges du service comptabilité avait prêté 000 €. La liste continuait. « Que va-t-il se passer maintenant ?» m'a demandé Mark CE soir-là pendant le dîner. « Je suppose que tes amis peuvent la poursuivre pour fraude, s'ils le souhaitent. »« Non, je veux dire, que va-t-il m'arriver à moi? Comment ai-je pu être aussi aveugle? » J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé. Mon fils, mon enfant, avait l'air si perdu. « Mark, cette femme est une manipulatrice experte. Elle t'a séduit, a gagné ta confiance et a utilisé cette confiance pour te contrôler. Ce n'était pas ta faute. Mais j'aurais dû voir les signes. J'aurais dû écouter quand tu as essayé de me prévenir. Quand j'ai essayé de te prévenir. Allez, maman. Je sais que tu ne l'as jamais aimé. C'était vrai, mais je savais aussi que si je lui avais dit directement mes soupçons à ce moment-là, il aurait pensé que j'étais une belle-mère intrusive et jalouse. Mark, tout que je voulais, c'est que tu sois heureux. Si tu l'avais vraiment aimé et qu'elle t'avait rendu heureux, j'aurais appris à vivre avec. Vraiment? Vraiment. Cette nuit-là, nous avons reçu un autre appel inattendu. C'était la tante d'Amélie, une femme nommée Rose, qui vivait de l'autre côté du pays. « Puis-je parler à Mark ?» a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Mark a pris le téléphone et j'ai pu entendre une partie de la conversation depuis la cuisine. « Mark, c'est Rose, la tante d'Amélie. Je voulais t'appeler parce que je dois m'excuser. »« Vous excuser, pourquoi? » ?»« Parce que je savais que quelque chose n'allait pas avec ma nièce, mais je n'ai rien dit. Je pensais qu'elle avait peut-être changé, que peut-être avec toi, CE serait différent. Que voulez-vous dire par « vous saviez » Il y eut une longue pause. « Mark,
Amélie a déjà fait ça. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Marc est devenu pâle. Qu'a-t-elle fait avant? Elle est tombée enceinte d'un homme marié dans le Colorado il y a 3 ans. Il lui avait dit qu'il allait quitter sa femme pour elle, mais quand il a appris qu'elle était enceinte, il a refusé. Alors, Amélie a commencé une relation avec un autre homme, un jeune dentiste, et a essayé de le convaincre que le bébé était de lui. Que s'est-il passé? Le dentiste s'est rendu compte que les dates ne collaient pas et lui a exigé un test ADN. Quand elle a refusé, il a mis fin à la relation. Amélie a perdu le bébé au 5e mois. Marc s'est assis lourdement sur une chaise. Et puis, elle a déménagé ici il y a 2 ans. Je pensais qu'elle avait appris sa leçon, qu'elle avait mûri. C'est pourquoi je n'ai rien dit quand j'ai su qu'elle allait se marier avec toi. Mais quand j'ai vu les nouvelles sur CE qui s'est passé au mariage, j'ai su que je devais t'appeler. Quelles nouvelles? Tu n'as pas vu les réseaux sociaux? Marc et moi nous sommes regardés. Aucun de nous n'avait consulté Facebook ou Instagram depuis le mariage. Non, a dit Marc. L'histoire est devenue virale. Quelqu'un a filmé CE qui s'est passé à la cérémonie et l'a mis en ligne. Amélie reçoit des centaines de commentaires négatifs. Sa photo est partout. Après que Marc eut raccroché, nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Comment est-il possible que je ne me sois pas rendu compte que c'était une escroc professionnelle? A-t-il finalement demandé. Parce que tu es une bonne personne, Marc. Et les bonnes personnes ont tendance à voir le bien chez les autres, même quand il n'y en a pas. Je suis tellement désolée de t'avoir éloignée de ma vie, maman. Je suis tellement désolée d'avoir cru, ce mensonge, sur toi. Ça n'a plus d'importance, ai-je dit, bien que bien sûr ça en avait. Ces 11 mois de séparation avaient été les plus douloureux de ma vie. L'important, c'est que maintenant, nous savons la vérité. Mais même en prononçant CEMO, je savais que CE n'était pas encore terminé. Amélie avait perdu Marc. Elle avait perdu l'argent qu'elle espérait obtenir avec le mariage. Et maintenant, elle était humiliée publiquement. Une femme comme elle n'abandonnerait pas facilement. Et j'avais raison. Cette même nuit, vers minuit, les appels ont commencé. D'abord mon téléphone, numéro inconnu. Quand j'ai répondu, j'ai entendu la voix d'Amélie, mais elle sonnait différemment, hystérique. « Tout ça, c'est de ta faute !» a-t-elle crié. « Tu as détruit ma vie. Amélie, tu as détruit ta propre vie avec tes mensonges. Marc m'aimait. Nous allions être heureux, mais tu ne pouvais pas le supporter. Marc mérite de connaître la vérité sur le bébé qui n'est pas le sien. Il aurait pu être le sien dans son cœur. Il aurait pu être le sien, mais tu as tout gâché. » Et elle a raccroché. 5 minutes plus tard, le téléphone de Marc a sonné. C'était encore elle. Cette fois, elle ne criait pas, elle pleurait, suppliait. « Marc, s'il te plaît, écoute-moi. Nous pouvons arranger ça. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je t'aime vraiment. » Marc m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a effrayée. Le doute. « Amélie, » a-t-il dit d'une voix lasse, « je ne peux pas te parler maintenant. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as menti sur le bébé. Tu as menti sur l'argent. Tu as probablement menti sur tout. L'argent, je vais le rendre à tout le monde. Je trouverai un moyen. Et pour le bébé? Marc, même si David est le père biologique, tu peux être le vrai père. Tu peux l'élever, l'aimer, être l'homme que David n'a jamais été. » Marc ferma les yeux. « Amélie, arrête, s'il te plaît. Je suis enceinte et seule. Je n'ai personne d'autre. Tu aurais dû y penser avant de me mentir pendant des mois. » Et il a raccroché. Mais les appels n'ont pas cessé. Ils ont continué toute la nuit. Amélie appelait toutes les demi-heures, alternant entre supplications désespérées, menaces voilées et crises d'hystérie. Finalement, nous avons dû débrancher nos 2 téléphones. Le lendemain, Marc a pris la décision de changer son numéro de téléphone et d'obtenir une ordonnance restrictive contre Amélie. « Tu penses que ça va marcher ?» lui ai-je demandé. « Je ne sais pas, maman, mais je dois essayer.
Cette femme est obsédée et j'ai peur de CE qu'elle pourrait faire. Je ne savais pas à quel point CE commentaires étaient prophétiques. 6 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, ma vie avait retrouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Marc vivait toujours avec moi, mais par choix, pas par désespoir. Nous avions reconstruit notre relation d'une manière plus mature et honnête que jamais. Les matins étaient devenus quelque chose de spécial. Marc avait pris l'habitude de se lever tôt pour nous préparer du café à tous les deux, et nous nous asseyions sur la terrasse pour regarder le lever du soleil en planifiant nos journées. C'était un petit rituel qui me rappelait constamment à quel point j'étais chanceuse d'avoir retrouvé mon fils. « Tu as eu d'autres nouvelles d'elle ?» m'a-t-il demandé un matin d'octobre en remuant le sucre dans son café. Je n'avais pas besoin de demander de qui il parlait. Dans les premiers mois après le mariage, Amélie avait été une présence constante, mais non physique, dans nos vies. Les appels avaient continué jusqu'à CE que nous changions nos numéros. Puis étaient bientôt venus à les lettres, les SMS de numéros inconnus, et même des apparitions occasionnelles près du travail de Marc ou de ma maison. « Claire m'a dit qu'elle avait déménagé », ai-je répondu. « Apparemment, elle est retournée dans le Colorado. » Marc a hoché la tête, mais j'ai remarqué que SES épaules se détendaient légèrement. Même après tout, CE temps, la mention d'Amélie le tendait encore. « Et le bébé ?» D'après CE que j'ai pu savoir, elle a accouché en août, une fille. David apparemment a pris SES responsabilité. Claire m'a raconté qu'une de SES amies dans le Colorado avait vu Amélie avec lui à l'hôpital. Il semble qu'il ait finalement accepté sa paternité. Marc est resté silencieux un moment, et je savais à quoi il pensait. Pendant des mois, après avoir découvert la vérité, il avait lutté avec des sentiments mitigés à propos du bébé. Il savait rationnellement qu'il n'était pas le sien, mais il s'était préparé émotionnellement pendant des mois à devenir père. « Parfois, tu penses, Mo, à comment ça aurait été ?» m'a-t-il demandé. « Si le bébé avait vraiment été le tien ?» J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. C'était une conversation que nous avions eue plusieurs fois sous différentes formes, et je savais combien il était important d'être honnête, mais douce. « Je pense que tu aurais été un père merveilleux, » ai-je dit finalement. « Et je pense que le moment venu, avec la bonne personne, tu seras un père merveilleux. » Marc a souri. Le premier sourire sincère que je lui avais vu en parlant de CE sujet. « Et tu penses que CE moment va arriver ?» J'en suis certaine. Et j'avais des raisons d'en être certaine. CE dernière semaine, Marc avait commencé à mentionner une collègue de travail nommée Andrea. Au début, c'était des mentions désinvoltes. Mais progressivement, il avait commencé à parler davantage d'elle. Andrea était ingénieure comme lui. Elle avait 2 ans de moins et possédait apparemment un sens de l'humour qui faisait rire Marc d'une manière que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « Tu vas déjeuner avec Andrea aujourd'hui ?» lui ai-je demandé, en essayant de paraître décontracté. Marc m'a regardé avec un sourire amusé. « Oui, maman. Et oui, elle me plaît. Et non, je ne suis pas encore prêt à l'amener à la maison. » J'ai ri. Je ne suggérais rien. Bien sûr que non. Après le départ de Marc au travail, Claire est venue me rendre visite. Elle avait pris l'habitude de passer à la maison quelques fois par semaine depuis tout le drame avec Amélie. Je pense qu'elle s'inquiétait pour moi plus qu'elle ne l'admettait. « Tu as l'air bien », m'a-t-elle dit alors que nous nous installions dans la cuisine avec du thé. « Je me sens bien. »« Vraiment ? Pas de cauchemar ? Tu ne t'inquiètes pas de CE qui pourrait arriver si Amélie revenait ?» J'avais fait des cauchemars, surtout les premiers mois. Des rêves où Amélie parvenait à convaincre Marc de revenir avec elle, où je perdais mon fils pour toujours. Mais progressivement, CES cauchemar avait disparu. Parfois, j'y pense, ai-je admis. Mais Claire, cette femme nous a appris quelque chose d'important. Quoi donc? Que la vérité finit toujours par éclater. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière que nous attendons, mais elle finit toujours par sortir. Claire a hoché la tête pensivement. « Sais-tu, c'est eux qui m'impressionnent le plus dans tout ça? »« Quoi? » ?»« La façon dont tu as tout géré. Tu n'as jamais essayé de te venger d'elle.
Tu n'as jamais essayé de l'humilier plus que nécessaire. Tu as juste exposé la vérité et laissé les conséquences suivre leur cours naturel. J'avais beaucoup réfléchi à cela aussi. Quand j'avais découvert les mensonges d'Amélie, une partie de moi avait voulu la blesser comme elle m'avait blessée. J'avais voulu lui crier dessus, l'insulter, la faire souffrir. Mais j'avais décidé que ça n'en valait pas la peine. La vérité était suffisamment puissante en elle-même. « As-tu eu des nouvelles des collègues de Marc ?» a demandé Claire. « Ceux qui ont perdu de l'argent. La plupart ont décidé de ne pas porter plainte. Ils ont dit que l'argent n'était pas assez important pour les ruiner et que l'humiliation publique qu'Amélie avait subie était une punition suffisante. Et Rémi, celui qui a perdu 7000, lui a porté plainte, mais d'après CE que j'ai su, Amélie lui a remboursé l'argent avant de déménager. Apparemment, David l'a aidé à payer certaines de SES dettes. Cet après-midi-là, Marc est rentré à la maison avec un sourire spécial. Le sourire qu'il arborait quand il avait des nouvelles qu'il savait qu'elles allaient pas me réjouir. « Que s'est-il passé ?» lui ai-je demandé. « J'ai déjeuné avec Andrea aujourd'hui. »« Je sais, tu me l'as dit CE matin. »« Oui, mais je ne t'ai pas dit que je lui avais demandé de sortir avec moi CE week-end, pour un vrai rendez-vous. J'ai ressenti une vague de joie. Et qu'a-t-elle dit ? Elle a dit oui. Marc, je suis tellement contente. Et maman ? Oui. Je lui ai raconté toute l'histoire sur Amélie, sur le mariage, sur tout. Je voulais qu'elle sache la vérité dès le début. Comment a-t-elle réagi ? Elle a dit qu'elle respectait mon honnêteté et que toute femme qui essaierait d'éloigner un homme de sa mère n'en valait pas la peine. Cette nuit-là, en préparant le dîner, j'ai réfléchi à tous CE qui s'étaient passés au cours de la dernière année. Cela avait commencé par cet appel téléphonique dévastateur, où Amélie m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue dans la vie de mon fils. J'étais passée par des mois de douleur, d'enquête, de découvertes horribles, et finalement, la confrontation au mariage. Mais maintenant, en écoutant Marc rire dans le salon pendant qu'il parlait au téléphone avec Andrea, j'ai réalisé que tout cela en avait valu la peine. Non seulement j'avais retrouvé mon fils, mais notre relation était plus forte que jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, Marc semblait sincèrement heureux. 3 mois plus tard, en janvier, Marc a amené Andrea dîner pour la première fois. Elle était exactement comme je l'avais imaginée. Intelligente, drôle, authentique. Mais c'est eux que j'ai le plus aimé, c'est la façon dont elle regardait Marc, non pas avec l'adoration aveugle que j'avais vue chez d'autres, mais avec un respect réel et une affection sincère. Et le plus important, elle n'essayait pas de monopoliser son attention. Quand Marc et moi avons commencé à parler de son enfance, elle a écouté avec un réel intérêt, a posé des questions pertinentes et a même ri de bon cœur quand j'ai raconté des histoires embarrassantes sur lui. Elle est très différente d'Amélie, m'a murmuré Marc pendant qu'Andrea aidait à faire la vaisselle. Oui, ai-je convenu. C'est une vraie femme. 6 mois plus tard, Marc m'a annoncé qu'Andrea et lui avaient emménagé ensemble. Et 6 mois après cela, il m'a demandé ma bénédiction pour la demander en mariage. « Tu es sûre ?» lui ai-je demandé. Non pas par doute sur Andrea, mais parce que je voulais m'assurer qu'il était prêt émotionnellement. Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que CE soit dans ma vie, maman, a-t-il répondu. Andrea me rend meilleure. Elle me donne envie d'être meilleure. Et jamais, pas une seule fois, elle n'a essayé de m'éloigner de toi ou de me faire sentir coupable de t'aimer. Le mariage de Marc et Andrea fut tout CE que le premier mariage aurait dû être. Petit, intime, rempli d'amour véritable. Andrea avait insisté pour que je l'aide à le planifier, et l'expérience avait été complètement différente. Pas d'exigence impossible, pas de drame, pas de tentative d'impressionner qui que CE soit. Juste 2 personnes qui s'aimaient sincèrement, entourées des gens qui les aimaient. Lorsque l'officiant a demandé si quelqu'un avait une objection, Andrea m'a regardé et m'a fait un clin d'œil. Nous avons tous ri, y compris Marc. Pendant la réception, Marc m'a demandé de danser avec lui. « Merci, maman », m'a-t-il dit alors que nous nous balancions lentement. « Pourquoi ? » « De m'avoir sauvée. »
de ne pas avoir abandonné quand je t'ai repoussé, de m'aimer assez pour risquer que je me fâche contre toi. Tu es mon fils, Mark. Je me battrai toujours pour toi. Je sais. Et maintenant, Andrea le sait aussi. Pendant que nous dansions, j'ai regardé autour de la salle. Claire était à une table, riant avec les amis de travail de Mark, beaucoup de ceux qui avaient été escroqués par Amélie. Andrea dansait avec son père, rayonnante de bonheur. C'était une scène de pure joie et de paix. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes d'Amélie. Occasionnellement, Claire me rapportait des nouvelles de seconde ou troisième main. Elle avait eu d'autres problèmes avec David. Apparemment, leur relation n'avait finalement pas fonctionné. Elle avait essayé de contacter Mark une fois de plus, mais il avait géré la situation avec fermeté et maturité, lui faisant clairement comprendre que cette partie de sa vie était définitivement close. 1 an après le mariage de Mark et Andrea, ils m'ont donné la plus merveilleuse des nouvelles. Ils allaient être parents. Cette fois, il n'y avait pas de doute, pas de drame, pas de mensonge, seulement une joie pure. Quand ma petite fille, Emma, est née et que je l'ai tenue pour la première fois dans mes bras, j'ai pensé à tout le chemin que nous avions parcouru pour arriver à ces moments. J'ai pensé à Amélie et à la douleur qu'elle avait causée, mais aussi aux leçons qu'elle nous avait involontairement apprises sur l'amour véritable contre la manipulation, sur l'importance de l'honnêteté, sur la valeur de se battre pour sa vraie famille. Emma a grandi entourée d'un amour authentique, sans mensonge, sans manipulation. Et quand elle serait assez grande, je lui parlerai de sa grand-mère, qui s'était battue pour sa famille, non par vengeance, mais par amour. Parfois, assise sur la terrasse, en regardant Emma jouer dans le jardin où son père a joué autrefois, je réfléchis à tout CE qui s'est passé. Je ne regrette rien de CE que j'ai fait. La vérité devait éclater. Et bien que CE fût douloureux, cela nous a tous libérés. Amélie avait tenté de détruire ma famille avec des mensonges et de la manipulation. À la place, sans le vouloir, elle l'avait rendue plus forte. Et cela, plus que toute vengeance que j'aurais pu planifier, était la plus douce des victoires.